BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête avec une grande pionnière. Elle a créé plusieurs sociétés. C'est la première femme à avoir créé tout simplement en France une banque au XXIe siècle. Elle a créé Litchi, puis Mangopay. Elle s'est aussi relancée dans l'entrepreneuriat avec Resilience Care. Elle est aussi à l'origine de la loi sur la paternité de 1 mois. Et nous aurons donc le plaisir de recevoir Céline Lazorte. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec cette semaine 2 entrepreneurs, 2 femmes, Raphaëla Nolo, fondatrice de Yacon & Co, et Manon Le Padelec, fondatrice d'Isidore. Enfin, en dernière partie, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Ça sera Fred vous répond. Et tout de suite, on enchaîne avec le tête-à-tête. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Céline Lazorte. Bonjour Céline. Salut Fred. Alors, tu es l'une des premières femmes à avoir créé une banque au XXIe siècle, rien que ça, avec Litchi puis Mangopay. Tu es cofondatrice du collectif Sista, de femmes entrepreneurs et investisseurs. Tu es aussi à l'origine de la loi sur le congé paternité de 28 jours. Et tu te relances aujourd'hui dans une nouvelle aventure, dans la santé, avec Resilience Care. On va pouvoir aborder tout ça. Tu connais le principe de l'émission. On reprend ton parcours et puis on va chercher un petit peu les émotions, les ressentis derrière tout cela, voir ce qui fait que tu arrives à prendre tes décisions, à te faire une opinion et puis à avancer. Donc, on aura aussi quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter quelques étapes structurantes de ton parcours. Et c'est parti. Alors, donc, on commence par ta naissance à Toulouse en 1982 dans une famille de médecins sur 3 générations. Absolument. Voilà. Et tu rêvais de quoi, toi, quand tu étais petite ? Et je rêvais évidemment d'être moi aussi médecin. Et c'est un rêve. C'était un rêve fort, enfin, c'est-à-dire que... J'étais baignée là-dedans. C'est vrai que je raconte toujours que mon grand-père m'emmenait, tu vois, le mercredi après-midi dans les sous-sols de l'hôpital et de la fac de médecine pour voilà, voir toutes les trouvailles qui traînaient. J'ai le souvenir de voir dans une boîte de formol des siamois, enfin voilà, plein de choses comme ça un peu inhabituelles. Et donc, évidemment, je me voyais assez bien dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que mes parents qui avaient... probablement s'étaient beaucoup investis dans leur carrière en tant que médecin, enfin chirurgien et cardiologue, avaient aussi trouvé la dureté du métier d'être à l'hôpital. Il se levait la nuit pour aller faire des opérations. Oui, en fait, il se levait, il travaillait à l'hôpital, donc quand ses patients n'allaient pas bien, qu'est-ce qu'on fait ? On se lève et puis on y va. Donc il y avait beaucoup de sacrifices aussi, et un sens du devoir et puis un sens du bien commun et du service public très fort. Ouais. Mais alors, par contre, ils ne t'ont pas encouragé dans cette direction-là, tes parents. Toi, tu voulais être médecin, mais eux, ils te disaient, bon... Non, eux, ils m'ont même plutôt dit, non, c'est hyper contraignant, on ne gagne pas bien sa vie, vraiment, tu as envie de faire ça. Donc, non, c'est vrai qu'ils m'ont plutôt poussée, comme j'étais passionnée par l'informatique, Internet, à aller dans cette voie-là en se disant, ça, c'est sérieux. Et puis, voilà, le monde de l'entreprise, c'est pas mal aussi. Et alors, côté école ? Comment ça s'est passé jusqu'au bac ? Et côté école, donc j'étais assez mauvaise, ou en tout cas non, mauvaise, je sais pas c'est le terme, mais j'étais dans les peu mieux faire, tu vois. Peu mieux faire, légèrement arrogante, et puis c'est vrai, on en rigolait ensemble, j'ai eu un bac belote ou tarot, quoi. Donc j'étais pas vraiment c'est le fameux hyper bac assidue, mention quoi. TB, mais tarot belote. C'est exactement, tarot belote, et puis mention repêche aussi, mais enfin j'y suis arrivée, mais c'est vrai que les études n'étaient pas le truc, enfin le côté scolaire qui me passionnait le plus, bien que j'aimais plein de choses, les maths, la littérature, mais le format de l'enseignement m'était pas très adapté. Et puis donc j'ai fait 2 années de classe prépa, maths sup, maths spé. Voilà, donc là tu partais pour être ingénieur quand même. À EPITA, ouais, exactement. Tu es quand même parti en classe prépa et à l'EPITA, mais ensuite tu choisis de faire un master de project management à l'Institut Internet et Multimédia. Gestion de projet informatique. Ouais. Et l'informatique, ça a toujours été une passion, donc. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attirée. C'est vrai que j'avais eu assez tôt des ordi chez moi, un Atari, un Macintosh, Internet à l'âge de 14 ans, donc finalement relativement tôt pour Tu sais monter la et démonter période. un PC ? Je savais en tout
tout cas, à l'époque, monter et démonter un PC, tout brancher sur la carte mère, enfin voilà, le ventilateur. J'achetais chez des assembleurs des morceaux pour changer. Enfin, ça m'amusait, quoi. Tu as utilisé ICQ, AOL, tout ça? Évidemment, les forums d'AOL. Enfin, c'était la découverte de la liberté. Sur les forums? C'est Lilaz. C'est Lilaz. Et c'est toujours, d'ailleurs, souvent, c'est Lilaz, je pense. On m'a dit aussi que tu avais un sens du commerce développé et que tu as réussi à troquer un Atari contre 2 palmes. Ouais, c'est vrai que j'avais piqué, je ne dois pas trouver d'autres termes, à ma maman qui travaillait en labo pharmaceutique, des palmes pilotes commerciaux qui leur étaient déployés. Et donc, je les troquais au primaire. Et j'avais trouvé un super business parce que ça intéressait plein de gens. Et puis à l'époque, c'était vachement bien. Tu pouvais enregistrer des trucs, faire des opérations. Voilà, bon, ça valait ce que ça valait. Et donc, j'ai fini évidemment par me faire convoquer par la directrice de l'école qui a dit non, mais c'est pas possible, l'école n'est pas un lieu de troc. Et elle m'avait convoquée, elle avait convoqué ma maman. Et j'étais terrifiée parce qu'elle était vraiment très en colère. Donc, je m'étais dit, mais mon Dieu, mais je vais me faire, mais oh là là, mais retourner en sortant de l'école. Et puis, ça avait plutôt fait rigoler ma mère. Alors donc, en parallèle, tu cumules un peu les jobs. Tu rentres en master spécialisé Digital Business Strategy à HEC en 2007. Donc là, c'est vers ce moment-là que tu commences à te diriger vers l'entrepreneuriat. Ça s'est passé comment? Alors, en fait, en 2006, donc sur la fin de mon master gestion de projet informatique, je rentre dans une start-up qui s'appelle Aika et qui est dirigée par Gilles Babinet. Et je rentre en tant que chef de projet. Voilà, je m'occupe d'un mix entre product et marketing. Et puis, je suis Gilles un peu partout dans ses négociations commerciales, ses interviews. J'ai une sorte de rôle de chief of staff, finalement, de l'époque. Gilles, c'est un grand entrepreneur. Et Gilles, c'est un grand entrepreneur de l'écosystème. Un entrepreneur exceptionnel. Il a 8 sociétés, il en a revendu 5. Oui, absolument. Et digital champion. Et puis, avec beaucoup d'humilité, toujours d'intelligence, de finesse. Et donc, c'est vrai que j'avais beaucoup de plaisir à apprendre aux côtés de Gilles. Donc, je travaille 1 an pour lui. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire ce master spécialisé à HEC. Et Gilles m'avait dit, en fait, c'était un peu le coup de baguette magique au-dessus du berceau. Parce qu'il m'avait dit, mais écoute, tu vas faire de grandes choses dans ta vie. Tu ne sais juste pas encore quoi. Alors, écoute, fonce. Et puis, si jamais tu ne trouves pas, je te reprendrai dans n'importe laquelle de mes sociétés. Et donc, ça m'avait beaucoup, finalement, déstressée. Parce que moi, j'avais cette idée de vouloir être économiquement indépendante de mes parents. J'avais travaillé pendant quasiment toutes mes études. HEC, je faisais un prêt. Et donc, tout ça me semblait, tu vois, assez des barrières difficiles à passer. Et puis, Gilles, il m'avait poussé vers le chemin. Donc, tu as donné confiance, en fait. Simplement en te disant, je te reprends quoi qu'il arrive. Ça t'a permis, en fait, de faire autre chose. Ouais, non, mais complètement. Il m'a donné un filet de sécurité. Et puis, la petite tape dans le dos qui te donne envie d'y aller. Et c'est vrai que ça m'a donné des ailes. Et c'est comme ça qu'en 2009, tu lances Litchi. Absolument. D'où est née l'idée de Litchi? Du coup, master en école de commerce, j'arrive, on avait 1 année, on était des gens un peu partout, ingénieurs, de la fac, et je me dis, tiens, je vais faire un week-end d'intégration pour s'amuser tous ensemble, apprendre à se connaître, faire du sport, boire des bières, et je pars collecter de l'argent auprès de tous mes camarades de promo, et évidemment, comme toute collecte financière, c'était quand même assez pénible, donc je me dis, mais il y a forcément un site qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs, donc ça, on était en fin 2007, début 2008, il n'y en avait pas, et donc je me suis dit, aux innocents les mains pleines. Exactement. Et donc, Stéphanie va pouvoir nous parler de cette aventure. Aventure de Litchi qui commence en 2009. La plateforme permet de collecter de l'argent pour financer un cadeau d'anniversaire groupé, un pot de départ, un week-end entre amis ou encore un projet solidaire. Le montant moyen d'une cagnotte, c'est 450 €. En 2015, Litchi est racheté pour plus de 50 millions d'euros par le Crédit Mutuel Arkea qui finalement revend la plateforme au fonds de private equity Advent. Ça, c'était en milieu d'année. Aujourd'hui, Litchi, c'est 18 millions d'utilisateurs dans 150 pays. En tout, 1 milliard d'euros ont été collectés depuis la création de Litchi, donc en 2009. Alors, vu la réussite, on se dit que tu n'as pas trop eu besoin du filet de sécurité de Gilles Babinet, tu n'es pas retourné. Tu as dû donc tout apprendre, en fait, y compris le management des équipes, parce que avoir l'idée et créer, c'est déjà compliqué. Après, il faut manager les équipes. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, c'est un chemin qui s'est fait en grandissant, puisque donc, je suis sortie d'école en 2008. J'ai commencé toute seule à essayer de comprendre comment on construit un projet entrepreneurial, puis comment on lève des fonds, comment on recrute son premier collaborateur
collaborateurs et premiers stagiaires. Enfin, voilà, toutes les étapes que toi aussi tu as connues. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que tout s'est construit petit à petit, comme finalement un château qui se consolide. Et donc, ça a été Litchi et Mangopé, puisque c'est une spin-off de Litchi, la deuxième société que j'ai créée, entre 2009 et puis 2018, fin 2018, quand je suis sortie de l'opérationnel. Donc, 10 ans d'une vie quand même assez intense. Et là, on vous voit sur la photo avec y compris Romain, ton partenaire de belote de lycée. Ouais, ami d'enfance. Et qui est aujourd'hui toujours CEO de Mangopé. Et puis là-haut, en haut à gauche, il y a Mathieu, qui est mon cofondateur chez Résilience. On est 4 cofondateurs. Ouais. Et donc, en 2013, tu poursuis puisque tu fondes Mangopé. Absolument. Ça, c'est un autre service. Ouais. Quelles sont les ambitions de Mangopé à ce moment-là? Alors, Mangopé, en fait, c'est né de l'idée que, donc spin-off de Litchi, qu'il faut une solution de paiement pour les places de marché, puisqu'elles ont des problématiques spécifiques en termes de paiement, d'encaissement, compte de tiers, que le flux d'argent monétaire est complexe. Et donc, en fait, on a développé ça avec Litchi et on se rend compte qu'on a 2 business en un. Donc, on scinde un peu ça, on extrait la techno, on le met sous forme d'API, donc une sorte de boîte à outils accessible pour les développeurs. Exactement. Donc, une interface qui permet effectivement d'intégrer cette techno-là pour les places de marché, pour pouvoir utiliser un système transactionnel avec beaucoup de fonctionnalités. Donc ça, c'est en 2013. C'est aussi parce qu'on a eu une licence d'établissement bancaire en 2012 qu'on a la possibilité de faire ça. Et en fait, c'est vrai que l'ampleur des places de marché, de la consommation collaborative, fait que Mangopé, le développement explose. Et donc, tu as reçu beaucoup de distinctions. Alors, j'ai une liste évidemment restreinte parce que ça ne tiendrait pas sur une seule page. Donc, en 2013, tu es la première sur 100 personnalités du web en France. En 2014, tu es élue femme d'affaires de l'année et tu reçois le prix Veuve Clicquot. En 2016, tu reçois le prix Napoléon de la personnalité féminine innovante de l'année. Est-ce que tu réalisais, quand tu construisais tout ça, que tu étais quand même en train de changer les choses, aussi de créer un rôle modèle et de changer un peu la face de la perception, notamment de la femme dans l'entrepreneuriat et dans le secteur bancaire? Est-ce que tu avais ça en tête? Est-ce que tu le ressentais ou est-ce que Non, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est de construire et imaginer des systèmes qui n'existent pas. Donc moi, je suis quelqu'un de créatif et je suis une bâtisseuse. Donc en fait, c'est ça qui me passionne. Tant mieux si ça peut inspirer d'autres jeunes femmes et jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, à entreprendre, parce que j'ai la conviction que l'entrepreneuriat, c'est un très bel ascenseur social et que ça doit être le reflet de la société civile. Donc, il doit y avoir autant de diversité dans l'entrepreneuriat qu'il y en a chez nos citoyens, quoi. Et en tant que bâtisseuse, justement, tu joues ton rôle dans l'écosystème aussi pour quand même aider à le faire évoluer dans le bon sens. En 2015, tu vends Litchi et Mangopé au Crédit Mutuel Arkea. Et donc là, c'est le départ d'une nouvelle aventure en fait au sein de l'écosystème. Et je voulais juste savoir comment tu as vécu cette étape-là déjà de vente, parce que en tant qu'entrepreneur, c'est toujours une question. Quand est-ce qu'on transitionne? Est-ce qu'on transitionne ou pas? J'ai vendu en septembre 2015 et je suis sortie de l'opérationnel en fait à la naissance de mon fils, donc en février 2019. Donc en fait cette période-là, c'est une période de transition parce qu'en fait la vie avec un industriel qui est majoritaire, c'est évidemment différent qu'avoir des fonds d'investissement à ses côtés, mais finalement c'est une période de transition à laquelle moi j'étais tout à fait encline à participer puisque je savais que c'était aussi la meilleure façon de faire développer mon projet et ma vision à l'échelle européenne. Donc voilà. Parfois, j'ai conjugué avec des problématiques qu'un grand groupe a versus celle d'une jeune start-up. Enfin, ça a été, on va dire, une partie assez claire de ma mission une fois que j'avais vendu. C'est vrai, quand je suis sortie en début 2019, ça a été le saut dans le vide, puisque ça faisait plus de 10 ans, 11 ans que j'avais dédié ma vie à Litchi et Mangopé, que j'étais même... en fait, je me définissais par mon entreprise, je me définissais par le fait d'être entrepreneur. Et donc, je me suis sentie quand même... tu vois, j'ai eu la sensation d'enlever ma cape de super-héros et puis de la poser sur les épaules de Romain, qui était devenu CEO de Mangopé à ma place, et Alix côté Litchi. Et donc, de me dire, mais en fait, qui suis-je? Et on se pose ces questions-là. Parce que tu as cédé la direction générale aussi à Alix Poulet, côté Litchi. On a séparé. C'est vrai que moi, j'avais cette particularité de diriger 2 boîtes en même temps. Et en fait, on a séparé opérationnellement les boîtes, ce qui était plus logique. Et puis, qui permettait aussi un essor de chacune d'elles. Mais donc, c'est vrai que j'ai aussi eu cette sensation un peu de me dire,
mais qui suis-je? Parce que si je ne suis pas mon entreprise, alors qu'est-ce qu'il me reste? Et donc, ça a été une phase assez passionnante d'apprendre à se connaître et de comprendre mes forces et évidemment mes faiblesses et ce que j'avais gagné dans ces 11 années d'entrepreneuriat. Et c'est à ce moment-là aussi, à peu près mêmes années, que tu décides de fonder le collectif Sista avec Tatiana. Ouais, fin 2018. Tatiana Jama, d'ailleurs, qu'on a reçue dans l'émission il y a quelques semaines. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as développé ou dont tu t'es rendu compte, le fait que les femmes et l'entrepreneuriat, enfin les femmes étaient potentiellement traitées différemment dans l'entrepreneuriat au fur et à mesure des années, parce que Sista, donc c'est un collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs. Alors comment vous avez la prise de conscience. Comment vous avez articulé cette prise de conscience et qu'est-ce que vous avez voulu donner comme ambition à Sista? C'est vrai que moi, la première partie de ma vie, tu l'as dit, j'étais entrepreneur, donc j'ai vécu toutes les étapes comme toi, lever des fonds, vendre une boîte. Je n'ai pas du tout eu conscience qu'il pouvait y avoir un traitement différent parce que j'étais une femme. Et puis ensuite, à partir de 2015, quand j'ai cédé Litchi et Mangopé au groupe Arkea, j'ai eu la possibilité, du coup, puisque j'avais gagné de l'argent, d'investir dans des projets d'hommes et de femmes. Et moi, je n'ai pas fait de différence. Et donc, assez vite, je me suis retrouvée avec une pluralité de profils et à peu près 30% de femmes entrepreneurs dans mon portfolio. Et en échangeant avec ces femmes, j'ai commencé à comprendre, et on a fait le cheminement communément, ensemble avec Tatiana, qu'il y avait de vraies inégalités. Et on s'est dit, mais enfin, c'est pas possible, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Et donc, j'ai ouvert un fichier Excel, puisque c'est mon côté, on va dire, ingénieur, et je me suis mis à compter sur les sites internet de tous les fonds d'investissement combien dans leur portfolio il y avait de femmes financées, d'équipes mixtes financées et puis d'hommes financés. Et on est arrivé à ce constat terrible qu'il y avait uniquement 2,6% de l'argent du capital risque qui va vers les femmes, à peu près 10% vers les équipes mixtes et donc 88% vers les équipes uniquement masculines. Là où il y a à peu près 15% de femmes entrepreneurs. Donc il y a un vrai hiatus et on s'est dit mais c'est pas possible. Prenons l'utilité, le biais de la data pour faire changer les choses. Parce que notre combat, il n'est pas ni plaintif ni dans l'empowerment, il est de montrer qu'il y a un système à faire changer et qu'il faut plus d'équité pour plus de justice. Alors justement, plus d'équité. En 2019, on te demande en tant que présidente de Sista ce qu'il faudrait changer pour une meilleure égalité entre les hommes et les femmes en entreprise et tu réponds sans hésiter, le congé paternité. Stéphanie. Et c'est lors d'un événement du Gallion Project que vous imaginez à plusieurs le Parental Act pour encourager les entreprises à mettre en place un congé deuxième par an d'1 mois minimum avec une prise en charge à 100%. En février 2019, vous publiez une tribune en ce sens dans les pages des Échos. 377 entreprises signent le Parental Act, dont toi, Fred, pour Blablacar. En tout, ça concerne 40 000 salariés. Le 23 septembre 2020, Emmanuel Macron inscrit l'allongement du congé paternité dans la loi. On écoute. Jusqu'à aujourd'hui, le congé paternité, c'était 14 jours, avec d'ailleurs beaucoup d'irrégularités selon les secteurs d'activité. 14 jours et ça n'était pas suffisant. Tout le monde le disait, c'était en plus assez inégalitaire. Et donc la décision que nous prenons, elle est simple. Nous allons porter le congé paternité à 1 mois. 1 mois au sein desquels il y aura 7 jours obligatoires pour chaque jeune papa. Alors cette décision, c'est une avancée et elle est liée à votre mobilisation pour beaucoup d'entre vous et aussi à tout le travail qui a été fait ces derniers mois. Alors d'où c'est parti tout ça? Est-ce que tu savais que tu allais changer la loi? Non, évidemment pas du tout. C'est parti d'une vraie colère, puisqu'effectivement, quand j'ai donné naissance à mon fils, malheureusement, mon compagnon a dû assez vite retourner bosser. Et donc, je me suis retrouvée toute seule à la maison. J'avais eu une césarienne, donc je n'arrivais pas à me mettre debout. Et donc, je me souviens d'avoir appelé toutes mes copines, maman et entrepreneurs, en disant, mais en fait, c'est ça d'être mère, mais je me suis fait arnaquer, c'est quoi ce bordel? Et en fait, c'était assez paradoxal, puisque chez Litchi et Mangopé, j'avais mis en place depuis longtemps un congé paternité ou deuxième parent étendu. Donc, je me suis dit, mais en fait, pour que cela change fondamentalement, il faut que tout le monde y ait accès. Et c'est vrai que faire un projet de loi, moi, je ne savais même pas comment on faisait, etc. Et donc, je me suis dit, mais prenons le biais de la société civile, c'est ce que je connais. Et puis, comme tu le sais, j'ai invité avec à mes côtés Thibaut et Isabelle à construire cette idée du Parental Act et se dire, on fait une tribune, on la publie dans les Échos, on propose à des entrepreneurs et entrepreneuses de la signer, et puis on verra bien ce que ça fait. Et tu as fait partie de ceux qui, tout de suite, nous ont dit oui. Et en fait, ça a été un raz-de-marée, puisqu'on a eu d'abord 100 premiers signataires, 105, 103, je ne me souvenais plus, et puis presque 300 autres
d'autres qui nous ont rejoints dans les 6 mois, alors que c'était d'ailleurs pire moment, puisque c'était pendant la première vague du Covid. Et ça a été en fait fondamental de pouvoir montrer que si les entreprises et la société civile étaient prêtes à ce changement, étaient capables de le financer, alors ça devait devenir un droit et à la fois un devoir. C'est le changement par la société civile. Et justement, toujours pendant cette pandémie, tu fais partie du groupe à initiative de Protège ton soignant. Alors, c'est une expérience qui t'a marqué, ça aussi ? C'est peut-être l'expérience la plus marquante que j'ai vécue, parce que d'une intensité folle. C'est vrai que mars 2020 arrive. Moi, j'étais donc retraitée, ou en tout cas avec peu de fonctions opérationnelles. Je prenais beaucoup de plaisir à mes engagements associatifs. Et puis, Thomas Clausel a eu cette idée de créer une cagnotte appelée Protège ton soignant. On était 7 entrepreneurs. Je vois Tatiana qui en fait partie, Jonathan Benamou, Simon Istolainen et d'autres. Et donc, on s'est dit, on va collecter de l'argent, acheter du matériel médical et le livrer aux établissements de santé, hôpitaux ou cliniques privées, enfin tous ceux qui soignent et qui en ont le besoin. Et c'est devenu un mouvement d'une ampleur extraordinaire, parce qu'on s'est retrouvé en quelques semaines à coordonner des efforts de 200 bénévoles. On avait 3 stocks. On a levé 7,4 millions auprès de particuliers, entreprises et fondations, et on a aidé 400 établissements. Et ça a duré de mars jusqu'à juillet. Je pense qu'on bossait honnêtement 15 heures par jour. C'était une folie totale. Moi, je n'avais jamais fait de logistique, jamais de transport. Il fallait participer au pont aérien pour faire venir du matériel, le distribuer aux hôpitaux. Et en fait, la tech a été un enabler fabuleux. Et alors justement, ce même Thomas Clausel te dit finalement, tu devrais rencontrer Fabrice André. Et là, c'est le début d'une nouvelle rencontre évidemment, puis une nouvelle aventure derrière. Ouais. C'est vrai qu'à t'écouter, tout est hyper cohérent, mais en fait, quand on le vit, on ne s'en rend pas du tout compte. Et c'est vrai qu'on était tous les deux avec Jonathan Benamou, qui est un entrepreneur et ami dans cette expérience de Protège ton soignant, et Thomas, qui est hématologue et le fondateur de Hawkin, nous dit, mais vous avez adoré participer à cette aventure associative, vous avez du temps devant vous, le monde de la santé est en train d'être transformé grâce à la tech, au digital, intéressez-vous à l'oncologie, c'est la deuxième maladie cause de mortalité dans le monde, la première dans les pays occidentaux. 40% des gens auront un cancer. Enfin voilà, les chiffres sont massifs. Ça devient une maladie chronique. On vit 20, 30 ans avec le cancer. Il y a plein de choses à faire. Si vous voulez, je vous mets au défi de rencontrer des oncologues qui s'intéressent à la tech, et notamment Fabrice André, le directeur de la recherche de Gustave Roussy. Et ça a été une rencontre évidemment fondatrice qui a donné naissance à Résilience. Voilà, c'est là que tu fondes Résilience Care. Tu te lances avec Jonathan Benamou. Ouais. D'ailleurs, nous avons une petite question de la part de Jonathan. Ah non, je ne te crois pas. Énorme. Si. Salut Céline, salut Fred. Céline, 2 petites questions pour toi. La première, c'est après 24 mois de travailler ensemble, est-ce que tu regrettes d'avoir commencé cette aventure ? Et la vraie question, c'est est-ce que tu n'en as pas marre d'être une pionnière et de révolutionner à chaque fois de nouvelles industries, la banque, le rôle des femmes dans la société, la manière de soigner le cancer. Voilà. À très vite à tous les deux et bonne émission. Trop sympa. C'est assez émouvant, je trouve, de le voir parce que c'est une aventure qu'on partage et qu'on a créée ensemble. Alors, j'en ai moins que marre, bien au contraire, je suis très heureuse. Toi, tu le sais, fonder à 2, c'est quand même une aventure extrêmement humaine, riche, passionnante. On est très complémentaires avec Jonathan. J'apprends beaucoup de choses et j'ai le sentiment, c'est ce que je lui ai toujours dit, d'être beaucoup plus libre parce que je suis associée à lui, parce que ça me permet de me concentrer là où je suis la meilleure. Et même chose de son côté-là, de son côté à lui, pardon. Donc c'est vrai que c'est un grand plaisir et j'espère que on a des dizaines d'années devant nous. Et puis sa deuxième question, franchement, est-ce que je me sens une pionnière ? Non, pas du tout. J'essaye de faire changer les choses qui me tiennent à cœur. Et j'ai la chance de le faire avec des gens que j'estime et que j'apprécie. Alors, tu disais que tu ne pensais jamais remonter une boîte, puis finalement, tu vois, tout arrive. Ah, c'est la faute de John, hein franchement. Non, mais c'est vrai que je ne l'aurais jamais refait seule parce que j'avais beaucoup souffert de la solitude. Ouais.
Alors Romain, évidemment, on en a parlé, m'a rejoint assez vite, mais j'ai toujours eu, et ça n'a rien à voir avec ma relation avec Romain qui était extraordinaire et qui nous a rendus encore plus proches. Ce soir, je dîne chez lui, par exemple, mais j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir, moi, le sac à dos, tu vois, chargé sur le dos. Romain bossait comme un fou, mais voilà, la cofondation change ce rapport-là. Et donc, c'est vrai qu'avec John, je me dis, bon, bah, si jamais je défaille, si jamais je suis pas au niveau, si jamais en fait, il y a John, quoi, c'est mon pilier. Et donc ça, c'est quand même assez génial de vivre ça et de le vivre à deux. Bon, finalement, tu voulais être médecin, quelque part, tu as réussi, tu es presque, hein, voilà, tu es entrepreneur médecin. Pied de nez, n'est-ce pas? Non, mais en fait, il m'a fallu une vie pour comprendre que mon rôle, il était évidemment dans le système de santé, mais il n'était pas en tant qu'entrepreneur, il n'était pas en tant que médecin, c'est un beau lapsus, il était en tant qu'entrepreneur au service des patients et des soignants. Alors pour conclure, j'ai une petite question inattendue. Ah, pour de toi. qui donc? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais changer dans la loi aujourd'hui? En fait, c'est une bonne question. Et la première idée qui me vient, c'est évidemment plus d'équité entre les hommes et les femmes, peut-être des quotas dans les COMEX, peut-être inscrire la loi de l'IVG dans la Constitution. Ça, je crois que ce serait quand même assez fondamental. J'espère que ça va passer au Sénat. C'est quand même un droit qui devrait être inaliénable. Et donc, je crois que ce serait celui-là, s'il en fallait qu'un. Céline, merci beaucoup pour tout. Merci Fred. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.